Bonjour tout le monde, très heureuse de vous retrouver après cette trêve estivale pour continuer l'exploration des facteurs de risque environnementaux dans les maladies mentales. Et aujourd'hui, on a une star, comme vient de le dire Ophélia Godin, de l'exploration de ces facteurs de risque et d'un des facteurs de risque les plus constamment explorés et étudiés à la fois sur le plan étiologique, épidémiologique et thérapeutique, que sont les traumatismes infantiles. Et j'ai l'honneur et le plaisir de présenter quelqu'un qu'on ne présente plus, qui est le professeur Bruno Étain, qui, comme vous le savez tous, est le coordonnateur du réseau des centres experts bipolaires depuis des années et qui a beaucoup publié sur ces sujets. On est très content qu'il ait accepté de faire cette conférence et très contente aussi que Ophélia Godin, que vous connaissez tous, qui est chercheur à l'INSERM et qui a beaucoup travaillé sur ces sujets avec Bruno, soit aujourd'hui la discutante. Bruno, à toi l'honneur. Merci beaucoup. Merci Marion pour cette invitation donc à parler de la question des traumatismes dans l'enfance, dans les troubles de l'humeur et dans les troubles bipolaires. Donc j'aurais pu faire un topo plus généraliste sur l'ensemble des pathologies qui sont le centre d'intérêt de recherche et de prise en charge de la Fondation fondamentale. Mais j'ai décidé de me centrer quand même sur ce que je connais le mieux, à savoir les troubles bipolaires, pour aborder la question des traumatismes dans l'enfance et des troubles bipolaires sur le diagnostic, la compréhension et les soins. Donc, cette question des traumatismes est une problématique extrêmement fréquente dans les troubles en population générale, on va dire de manière générale. Et l'un des rapports qui sert de base aux études de prévalence de l'exposition aux facteurs traumatiques en population générale, ce sont les rapports de l'OMS, qui sont édités tous les 2 ans environ et mis à jour régulièrement et qui illustrent que la problématique est extrêmement fréquente, avec 6 à 20% des femmes qui rapportent avoir subi des abus sexuels dans l'enfance, 5 à 10% des hommes, et pour les abus physiques, des prévalences qui sont aux alentours de 1/4 à 50% de la population générale. Donc, on voit que sur ces traumatismes infantiles, il y a une fréquence très élevée en population générale. Et donc, c'est une problématique qui est rencontrée de manière extrêmement fréquente. On a également d'autres données qui sont issues là des rapports de l'UNESCO sur d'autres typologies de traumatismes sur lesquels je ne m'attarderai pas dans cette présentation, mais qui sont les conduites de harcèlement subies dans le milieu scolaire, puisque un tiers de la population des 11 à 13 ans subit ou rapporte subir des conduites de harcèlement à l'école. Donc ça, c'est le rapport de l'UNESCO qui est très régulièrement mis à jour également. Et des rapports encore plus récents qui sont ceux de l'UNICEF, qui ont regardé finalement la fréquence dans une trentaine de pays des sujets jeunes qui ont subi des conduites de harcèlement en ligne, donc sur les réseaux sociaux, qui sont des formes d'exposition à des facteurs traumatiques plus récentes, on va dire, dans les sociétés développées où les adolescents, les enfants ont accès très tôt à ces réseaux sociaux. Les traumas dans l'enfance viennent s'intégrer dans une séquence d'exposition potentielle à différents facteurs de risque environnementaux qui peuvent survenir, y compris in utero, dans la période du postpartum, dans l'enfance avec les traumas dans l'enfance, l'exposition au stress maternel, mais également un peu plus tard au cours de la vie avec les phénomènes d'exposition à la migration, à l'exposition au cannabis à l'adolescence par ailleurs. Et donc ça constitue finalement pour les traumas dans l'enfance un des facteurs de risque à développer des troubles psychotiques, des troubles de l'humeur, et qui s'intègrent dans le cadre plus global de ce qu'on peut qualifier d'exposome, c'est-à-dire l'ensemble des facteurs de risque environnementaux auxquels un sujet est exposé au cours de sa vie. Risque très peu spécifique de développement de pathologies psychiatriques. On a notamment cette méta-analyse de McCulley-McKay qui a été publiée il y a 2 ans et en fait qui
étudie l'association entre les traumas dans l'enfance et les facteurs, enfin, le fait de développer un trouble psychiatrique à l'âge adulte, et qui notamment a intégré dans cette méta-analyse les études longitudinales de cohorte. Donc, dans l'étude de Mackay, cette méta-analyse a repris les études longitudinales, donc de sujets qui ont été évalués précocement au cours de la vie pour l'exposition à ces facteurs traumatiques et qui ont été suivis à l'âge adulte et évalués ensuite sur le risque de développer un trouble psychiatrique. Et cette méta-analyse retrouve de manière très significative une association entre le fait d'avoir été exposé à des maltraitances, à des comportements de harcèlement, à une perte parentale précoce, avec le risque de développer un trouble psychiatrique à l'âge adulte. Et il y a également un effet dose-réponse, c'est-à-dire que plus les sujets ont été exposés à ces différentes sortes de maltraitance, plus le risque de développer un trouble psychiatrique à l'âge adulte est important. On retrouve également de nombreuses méta-analyses qui sont publiées là plutôt par type de troubles et qui montrent que les personnes qui souffrent de troubles anxieux ou thymiques, de troubles psychotiques, de tentatives de suicide, de mésusage de toxiques, de troubles hyperactivité avec déficit de l'attention, rapportent tous de manière significativement plus importante que la population générale des antécédents traumatiques. Et donc, je ne reprendrai pas l'ensemble de ces méta-analyses. Juste un mot avant de passer spécifiquement à ce qu'on observe dans le cadre des troubles bipolaires. Donc, juste pour mentionner, alors aux cliniciens qui l'utilisent, ça sera une redite, mais aux personnes dans l'assistance qui connaissent moins bien ces évaluations. Donc, je vais parler souvent du CTQ, qui est le Childhood Trauma Questionnaire, qu'on utilise en évaluation rétrospective de l'exposition aux facteurs traumatiques dans l'enfance et qui permet d'étudier un certain nombre de facteurs comme la négligence émotionnelle, les abus émotionnels, la négligence physique et les abus physiques, ainsi que les abus sexuels. Donc, je ferai souvent référence au CTQ. Donc, que sait-on de la prévalence des traumatismes dans l'enfance dans les troubles bipolaires ? La première chose qu'on sait, c'est que c'est finalement un champ d'exploration et d'investigation finalement relativement récent, puisque Helen Fisher à l'IOP à Londres avait fait une revue de la littérature des études comparant des sujets non malades et des sujets atteints de troubles bipolaires publiées en 2010. Et elle avait été en mesure, à cette époque, d'identifier que 3 études, donc une publiée par Marion Leboyer. Donc, on voit qu'en 2010, en fait, on avait quand même relativement peu d'informations pour dire que les personnes souffrant de troubles bipolaires pouvaient avoir été exposées à des facteurs traumatiques de manière plus importante. On avait alors, avec Marion, conduit un travail sur une population de patients souffrant de troubles bipolaires comparativement à des sujets sains, tous évalués pour les traumas dans l'enfance avec le CTQ, et on avait retrouvé donc un score total au CTQ significativement plus élevé chez les patients que chez les sujets contrôle, et on retrouvait également une prévalence plus élevée de l'ensemble des sous-types de traumas, donc des négligences émotionnelles, des abus émotionnels, des négligences physiques et des abus physiques dans cette population. Et ce qui caractérisait également les patients comparativement aux témoins était le fait qu'ils rapportaient en tant que patients avoir été exposés à des traumas multiples, c'est-à-dire souvent à un effet cumulatif, par exemple, d'abus émotionnels et d'abus physiques ou de négligence physique, par exemple, et d'abus sexuels. Et on retrouvait ces traumatismes multiples beaucoup plus fréquemment chez 2 tiers des patients comparativement à 1 tiers des témoins. Depuis, les choses se sont beaucoup consolidées puisque de très nombreuses équipes ont travaillé sur cette question et notamment Palmier-Claus en 2017 a publié une méta-analyse dans le British Journal of Psychiatry de l'ensemble des études épidémiologiques et des études cas témoins sur cette problématique des traumas dans l'enfance et du trouble bipolaire. Vous voyez en haut de cette diapositive qu'on retrouve quand même un nombre assez conséquent d'études désormais publiées et inclus dans cette méta-analyse.
Et ce qui ressortait de cette méta-analyse, c'est que l'exposition aux facteurs traumatiques était en effet retrouvée beaucoup plus fréquemment dans les populations de patients souffrant de troubles bipolaires que les populations témoins, avec surtout une surreprésentation des abus émotionnels, avec un odds ratio de l'ordre de 4, même si les abus physiques, les abus sexuels, les différentes typologies de négligence et les pertes parentales étaient également, semble-t-il, associées aux troubles bipolaires. Donc ça, c'est quelque chose qui a été une étude assez importante dans le champ pour démontrer de manière robuste que l'ensemble de ces études retrouvaient cette prévalence augmentée en population de patients atteints de troubles bipolaires. Ensuite, la deuxième question qui est importante dans le champ, c'est lorsque les patients rapportent avoir été exposés à des traumatismes dans l'enfance, est-ce que finalement ils sont différents en termes d'expression clinique de leurs troubles bipolaires? Et finalement, est-ce qu'il existe une association entre ces traumatismes et la sévérité, l'instabilité ou la complexité de l'expression clinique de la pathologie? La réponse est oui, et on l'avait de manière assez précoce, on va dire, dès 2011, dans une revue de la littérature publiée par Darui Philo, et qui faisait une synthèse, en fait, de toutes les études qui avaient pour objectif de comparer le cours évolutif, l'expression clinique de la pathologie bipolaire en fonction de la présence ou de l'absence d'exposition à ces facteurs traumatiques. Ce qui ressortait beaucoup, c'était les antécédents d'abus sexuels et la question de l'augmentation de la prévalence des conduites suicidaires dans les troubles bipolaires. Et ce qui ressortait également de façon assez nette, c'était le fait que l'exposition aux facteurs traumatiques dans l'enfance conditionnait un début plus précoce des troubles et conditionnait également une association plus fréquente avec des mésusages de produits toxiques. De la même façon, on a évalué cette question au sein d'une population de patients originaires de France, mais également originaires de Norvège, qui avaient une modalité d'évaluation clinique et par le CTQ commune. Et on a essayé de caractériser le profil clinique des patients qui avaient été exposés à ces traumatismes. Et ces patients exposés à des traumatismes dans l'enfance présenter un début plus précoce de la pathologie, plus de conduite suicidaire, plus de comorbidité avec le mésusage de cannabis, un profil plus instable de troubles bipolaires avec plus de dépression et plus d'épisodes maniaques, et également plus de cycles rapides. On retrouvait également que c'était surtout les abus émotionnels et les abus sexuels qui semblaient associés à cette sévérité, à cette instabilité plus importante de la pathologie thymique. Ici encore, on bénéficie désormais d'une méta-analyse sur l'ensemble des cohortes qui ont été étudiées pour cette question d'association entre les traumas et la complexité de l'évolution du trouble bipolaire, avec Andrea Danez et Jessica Agnews-Blaise qui ont publié cette méta-analyse dans le Lancet Psychiatry en 2016. Et vous voyez sur cette diapositive que quel que soit l'indicateur de sévérité de la pathologie, cet indicateur de sévérité de la pathologie est toujours associé avec les antécédents d'exposition à des facteurs traumatiques. Donc, on retrouve la sévérité de la manie, la sévérité de la dépression, le nombre de manies, le nombre de dépressions, les conduites suicidaires, des comorbidités plus marquées avec les troubles anxieux, les mésusages de substances, les cycles rapides et le début précoce de la pathologie, qui est d'autant plus précoce que les patients ont été exposés à des facteurs traumatiques. Donc, cette méta-analyse aussi permettait de montrer de manière robuste l'association entre les traumas et la sévérité clinique des troubles bipolaires. Pour mentionner probablement un des deux résultats les plus répliqués dans la littérature, c'est l'association entre l'exposition à des facteurs traumatiques et le fait que les troubles bipolaires vont survenir de manière plus précoce au cours de la vie. Cette diapositive montre en ordonnée l'âge moyen de début des troubles bipolaires, c'est-à-dire le premier épisode de dépression ou de manie, en fonction du nombre cumulatif d'abus, donc allant de aucun abus
à 3 abus, c'est-à-dire des abus à la fois émotionnels, physiques et sexuels, et vous constatez qu'il y a un gradient significatif qui indique que plus les abus ont été cumulatifs et plus l'âge de début des troubles va être précoce, avec aux alentours de 26 ans pour les patients qui n'ont pas rapporté d'abus et aux alentours de 20 ans pour les individus qui rapportent les 3 types d'abus. Une autre donnée extrêmement bien répliquée dans la littérature, c'est la question de l'association entre les traumas dans l'enfance et les conduites suicidaires dans les troubles bipolaires. Donc ici, il s'agit d'une méta-analyse que nous avons publiée avec Duarte, réunissant 13 études utilisant tout le CTQ, évaluant toutes les conduites suicidaires dans des populations de patients souffrant de troubles bipolaires. Et donc, tous les effect size, les tailles d'effet sont très significatives, avec une association avec le score total de CTQ, préférentiellement avec les abus sexuels, les abus émotionnels, mais on retrouve également des associations avec les abus physiques et les négligences, qu'elles soient d'ordre physique ou d'ordre émotionnel. Donc, des résultats qui montrent qu'un début plus précoce, des conduites suicidaires plus fréquentes sont clairement associés avec les facteurs traumatiques rapportés par les patients souffrant de troubles bipolaires. Pour présenter ensuite quelques travaux qui ont été réalisés dans le cadre du réseau des centres experts de la Fondation fondamentale. Donc, on a étudié avec Diane Griot-Laroche et Ophélia la question de savoir si, en effet, quand il y avait des antécédents traumatiques dans l'enfance, il y avait également un profil comorbide plus important des patients souffrant de troubles bipolaires. Donc, il s'agit probablement ici de la plus grosse population de patients publiés et étudiés avec le CTQ et qui ont été classés en fonction de quartiles d'exposition traumatique. Donc, en gros, en vert, c'est les sujets qui ne rapportent pas de traumatisme, et en rouge, ce sont les sujets qui rapportent une exposition à de nombreux traumatismes dans l'enfance. Et on voit ensuite la fréquence de différentes pathologies comorbides, du registre des troubles anxieux, des mésusages de toxiques ou des tentatives de suicide. Et on voit que globalement, dans la population plus exposée au traumatisme dans l'enfance, les phobies sociales, les troubles d'anxiété généralisée, les troubles du comportement alimentaire, les TOC, les troubles paniques, le PTSD, les conduites suicidaires, le mésusage d'alcool sont surreprésentés dans la population qui a été qui a subi plus d'abus ou différentes typologies d'abus dans l'enfance. Donc, clairement, ici encore, une association entre le niveau de comorbidité psychiatrique et les traumas dans l'enfance dans la population de patients atteints de troubles bipolaires. Une autre question qu'on a explorée, toujours avec Diane Griot-Laroche et avec Ophélia Godin, c'était le fait d'étudier l'association entre ces traumas et le cours évolutif des troubles bipolaires. Ce dont on disposait dans les méta-analyses, c'est des patients évalués à un temps T et qui avaient présenté au cours de leur vie plus d'épisodes de dépression et de manie. Mais on n'avait pas, jusqu'à ce jour, d'études longitudinales qui évaluaient des patients pour les traumatismes, pour leurs troubles bipolaires, qui les suivaient à 1 an, à 2 ans, et qui évaluaient le risque de rechute associé à l'exposition à des facteurs traumatiques, pour répondre à la question de est-ce que les facteurs traumatiques sont associés à un cours évolutif plus instable? Et la réponse est oui, puisque ici, c'est dans une cohorte de patients, de 2000 patients évalués dans les centres experts et qui montrent les analyses de survie, c'est-à-dire le pourcentage de patients qui restent sans épisode au cours du suivi. Et vous voyez par exemple qu'en rouge, c'est les patients avec des traumatismes dans l'enfance et qui rechutent plus rapidement que les patients en bleu qui, eux, n'ont pas été exposés à des traumatismes dans l'enfance. Et on a une association avec l'ensemble des sous-types de traumatisme, c'est-à-dire que les négligences et les abus sont tous associés à un risque de rechute plus élevé au cours du suivi. Un dernier travail que je voulais présenter, c'est celui que nous avons réalisé avec Mohamed Lajnef dans l'équipe de Créteil,
où nous avons exploré si la réponse aux régulateurs de l'humeur pouvait être différente chez des patients qui ont été exposés à des traumatismes dans l'enfance. Pour cela, c'était une population de patients qui étaient en rémission, qu'on évaluait pour l'exposition aux facteurs traumatiques dans l'enfance et chez qui on évaluait la réponse au lithium, c'est-à-dire le gain apporté par 2 ans de traitement par lithium. Et au terme de ces 2 ans, on pouvait classer les sujets en excellents répondeurs, c'est-à-dire ceux qui avaient une rémission complète de leurs troubles bipolaires après 2 ans sous lithium, ceux qui étaient des répondeurs partiels, c'est-à-dire qu'il y avait une diminution de fréquence et ou d'intensité des épisodes, mais pas complètement, et ceux qui étaient non répondeurs, c'est-à-dire que même au bout de 2 ans de lithium, ce traitement n'avait pas modifié le cours évolutif de leur pathologie. Et on a classé les sujets en fonction de cette réponse et en fonction de l'exposition au trauma, donc ceux qui n'avaient pas de traumatisme, ceux qui avaient au moins un traumatisme dans l'enfance et ceux qui en avaient au moins 2. Et ce qu'on voit sur cette diapositive, c'est que lorsque l'exposition au trauma est plus importante, d'une première part, le nombre d'excellents répondeurs diminue de manière importante au profit de l'augmentation du nombre de non-répondeurs. Donc, ce qui fait que la population de patients qui a été exposée à des conduites, à des facteurs traumatiques dans l'enfance, finalement, est beaucoup moins susceptible de répondre au lithium que les personnes qui n'ont pas été exposées à ce type de facteurs. Donc, on voit qu'il y a aussi un lien qui existe potentiellement entre les traumas et la réponse au traitement régulateur de l'humeur. Le dernier pan, qui est un pan d'évaluation finalement beaucoup plus récente et beaucoup plus embryonnaire dans le champ, c'est si les traumatismes contribuent au cours évolutif de la pathologie, au risque de rechute, à la réponse au thymorégulateur, est-ce que ces facteurs traumatiques contribuent également à la santé physique ou à une moins bonne santé physique qu'on observerait chez les patients qui ont été exposés à ces facteurs de risque? Donc ça, on a des études qui existent en population générale, des revues systématiques, des méta-analyses qui montrent qu'en population générale, les personnes qui ont été exposées à des facteurs traumatiques précoces sont plus à risque à l'âge adulte de présenter un certain nombre de pathologies d'ordre somatique, on va dire, comme l'obésité, plus de diabète, plus de maladies cardiovasculaires, plus de cancers, plus de maladies respiratoires, hépatiques ou digestives. Et donc, en population générale, il existerait ce lien entre les facteurs de stress précoce rencontrés au cours de la vie et une moins bonne santé physique, essentiellement sur le plan cardiovasculaire, qui pourrait être observé à l'âge adulte. Dans la population de patients souffrant de troubles bipolaires, on a finalement très peu d'études et les 2 seules qui étaient disponibles jusqu'à très récemment étaient celles de Georgina Ozang à Londres, qui étudiait des petits échantillons de personnes souffrant de troubles dépressifs et de troubles de l'humeur pour étudier l'association entre ces facteurs de stress précoce et la santé physique. Et notamment, Georgina Ozang montrait que chez les personnes qui souffraient d'un trouble bipolaire et qui avaient une plus forte comorbidité avec des problèmes de santé physique, on retrouvait chez ce sous-groupe une exposition beaucoup plus importante avec des facteurs traumatiques, que ce soit des négligences ou que ce soit des abus dans l'enfance. Donc, il y avait 2 études de Georgina Ozang qui tendaient à suggérer que ce lien entre facteurs traumatiques et moins bonne santé physique était également observé dans les troubles bipolaires. On a ensuite avec Ophélia Godin, qui a un intérêt tout particulier pour les pathologies, les comorbidités somatiques dans les troubles psychiatriques. On a étudié cette même question, toujours chez les patients qui ont été
rencontrés dans le cadre des centres experts des troubles bipolaires. Donc, c'est une population d'à peu près 3000 sujets. Et on a construit un index de morbidité, c'est-à-dire le nombre cumulatif de pathologies somatiques associées chez ces patients pour regarder si ce nombre de pathologies somatiques associées différait en fonction de la présence ou de l'absence de facteurs traumatiques précoces. Et vous voyez ici qu'en rouge, ce sont les personnes qui ont été exposées à des niveaux de traumatisme dans l'enfance plus importants. Et on retrouve dans cette population, donc chez ces sujets, un niveau de morbidité qui est significativement augmenté, que l'on regarde les facteurs traumatiques dans leur ensemble, ou qu'on regarde par sous-type de traumatisme, sachant que l'effet est le plus important, semble-t-il, chez les personnes qui ont été exposées à des traumas émotionnels ou à des traumas, des abus sexuels, qui ont plus de pathologies somatiques associées. Donc, quelques implications cliniques après cette première partie. Donc, les implications cliniques, elle est bien entendu d'évaluer systématiquement ces événements traumatiques chez l'ensemble des patients rencontrés, en élargissant un peu le champ d'évaluation, puisque souvent dans les études, les facteurs, les sous-types de traumatisme les plus associés aux outcomes, on va dire, sont à la fois les abus sexuels et les abus émotionnels. Donc, ne pas se limiter à l'exploration exclusive des antécédents d'abus sexuels, mais explorer de manière plus large à la fois les abus émotionnels physiques, mais également le contexte de négligence. S'aider du CTQ est bien entendu un des abords possibles. L'entretien clinique est également bien entendu une des portes d'entrée pour évaluer ces antécédents auprès des patients, parce que les patients ne vont pas forcément les rapporter spontanément au cours de l'entretien, et ça nécessite beaucoup d'expertise et de sens clinique et d'empathie pour aborder ces questions-là et favoriser un climat de confiance qui, au cours de la consultation, va permettre aux patients de pouvoir aborder ces questions-là et qu'on puisse les évaluer parce qu'importantes pour l'expression clinique et le cours évolutif de la pathologie. Et les points d'alerte ou de vigilance, c'est que cette évaluation, si elle est recommandée chez tout patient, elle me semble être bien entendu recommandée en très grande priorité chez les personnes qui présentent un trouble bipolaire à début précoce, qui présentent une évolution instable, sévère ou comorbide, ou qu'il existe une non-réponse au traitement médicamenteux, par exemple au traitement régulateur de l'humeur. L'étape d'après, une fois que tout cela a été dit, c'est finalement d'essayer d'identifier des médiateurs qui font le lien finalement entre l'exposition à ces traumas et l'expression clinique et complexe du trouble bipolaire, parce que c'est en identifiant ces médiateurs qu'on va pouvoir se mettre en ordre de marche, on va dire, pour proposer des nouvelles stratégies thérapeutiques ou des stratégies thérapeutiques plus personnalisées ou plus ciblées. Et la question des médiateurs psychopathologiques, elle a été peu explorée finalement dans le champ de la bipolarité pour se dire oui, mais qu'est-ce qui, en termes de dimension de fonctionnement, peut conditionner le lien entre les traumatismes et les conduites suicidaires dans les troubles bipolaires et le mésusage de toxiques et les récurrences thymiques, par exemple. Donc ça, c'est le résultat d'un travail qu'on avait conduit avec Mohamed Lajnef à Créteil et qui a été probablement un des premiers publiés dans la littérature, intégrant les abus émotionnels, les abus physiques et les abus sexuels, différents outcomes du trouble bipolaire, donc les cycles rapides, les conduites suicidaires, les mésusages de substances par exemple, en cherchant à faire passer ces liens de trauma vers ces outcomes par des dimensions de psychopathologie qui sont la dysrégulation émotionnelle, l'hostilité, l'impulsivité. Et en fait, ce qu'on observe dans ces modèles qui sont des modèles dits de pass analysis, donc qui demandent aux modèles statistiques de construire les liens qui vont des traumas, par exemple aux conduites suicidaires, en passant par les dimensions de psychopathologie, on voit que ce qui conditionne beaucoup le fonctionnement psychopathologique en termes de dysrégulation émotionnelle, d'impulsivité, ce sont les abus émotionnels.
pas tellement les abus physiques et possiblement un peu les abus sexuels, et donc que les abus émotionnels augmentent la dysrégulation émotionnelle, l'hostilité, l'impulsivité, et qu'ensuite on a deux chemins un peu préférentiels, on va dire, qui sont un chemin qui va de la dysrégulation émotionnelle vers les conduites suicidaires et un lien qui va de l'hostilité motrice et de l'impulsivité vers les mésusages de substances. Donc les liens entre trauma et conduite suicidaire dans les troubles bipolaires seraient principalement médiés par les dimensions de dysrégulation émotionnelle, alors que les liens entre mésusages de substances entre trauma et mésusage de substances, eux, seraient plus liés par des dimensions d'hostilité motrice et d'impulsivité. Et ce modèle a été répliqué par l'équipe de Steven Marwah à l'université de Birmingham, qui a construit un modèle extrêmement similaire et qui retrouve également des résultats assez similaires pour dire que les deux dimensions qui semblent médier les liens entre trauma dans l'enfance et complexité, sévérité de l'expression du trouble bipolaire sont essentiellement des dimensions d'instabilité affective et des dimensions d'impulsivité. Ensuite, on peut se poser la même question sur des médiateurs que j'ai appelés entre guillemets physiologiques, c'est-à-dire plutôt des biomarqueurs, des marqueurs périphériques, des marqueurs d'imagerie cérébrale dont je ne parlerai pas aujourd'hui, par exemple, mais qui peuvent être également importants à identifier pour justement ensuite pouvoir définir de nouvelles cibles thérapeutiques qui pourraient être pertinentes et efficaces chez ces patients exposés à des traumatismes dans l'enfance. Et globalement, les cibles ou les biomarqueurs ou les médiateurs physiologiques qu'on va essayer d'identifier sont principalement ceux qui ont trait, on va dire, à la régulation de l'expression des gènes via des mécanismes épigénétiques, parce que les mécanismes épigénétiques, qui sont essentiellement ceux en lien avec, par exemple, les phénomènes de méthylation de l'ADN, sont des mécanismes qui sont très fortement impliqués dans la réponse aux facteurs de stress et aux facteurs environnementaux de manière générale. C'est-à-dire que l'exposition à un facteur de risque environnemental peut modifier la méthylation de l'ADN, qui, du coup, ne permettra pas l'expression de telles protéines importantes pour l'immuno-inflammation, pour la neuroplasticité, pour tel ou tel marqueur périphérique qu'on pourrait identifier dans la pathologie. Donc, il y a beaucoup d'études qui sont dans ce champ que je ne mentionnerai pas parce qu'il faudrait beaucoup de temps. Mais globalement, on peut constater, on peut mesurer dans le sang périphérique de patients si, en fonction de l'exposition à des facteurs traumatiques, un certain nombre de gènes qui sont censés se co-exprimer ensemble, fonctionner ensemble, fonctionnent toujours ensemble ou se co-expriment toujours ensemble. Et ça, c'est deux travaux qui ont été conduits par Diane Griot-Laroche à l'unité INSERM 1144 et qui a étudié chez des patients sur du sang périphérique le niveau d'expression d'un certain nombre de gènes de l'axe HPA, de régulation de la réponse au stress, on va dire, et un certain nombre de gènes de la voie circadienne, donc des régulations des rythmes biologiques et du sommeil. Ces gènes, en théorie, sont co-exprimés dans les mêmes voies biologiques, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à la même voie et ils sont censés, entre guillemets, osciller en termes d'expression de manière relativement synchrone. Et c'est ce qu'on voit sur ces deux dessins, c'est-à-dire que, par exemple, en présence d'abus émotionnels, eh bien, on a deux gènes de la voie HPA qui sont NR3C1 et DGKH, qui ne sont plus co-exprimés avec les autres gènes de la voie HPA. Donc, qui montrent qu'en présence d'abus émotionnels, il existerait une dysrégulation de la co-expression des gènes de la voie HPA. Vous voyez exactement le même graphe avec les gènes circadiens, où en présence d'abus physiques, vous avez ce gène qui est PPRGC1A, qui est un activateur qui régule l'expression des gènes de l'horloge, mais également la réponse au stress ou le fonctionnement des mitochondries, et qui, en présence d'abus physiques, se met à se comporter en termes d'expression de manière extrêmement différente de l'ensemble des autres gènes qui restent reliés et co-exprimés dans la voie biologique.
Donc ça, c'est finalement des signatures moléculaires périphériques sur des voies biologiques particulières qu'on peut identifier chez les patients avec trauma. Et tout ça est en lien possiblement avec des phénomènes épigénétiques, donc qui vont conduire, en cas d'exposition à des traumas, à une augmentation de la méthylation des gènes et donc à une diminution de l'expression de ces gènes. Et ça, c'est un travail de Nader Perroux en Suisse qui avait montré, par exemple, que pour NR3C1, qui est le gène que j'avais mentionné sur la diapositive précédente, qui est le récepteur aux glucocorticoïdes, plus l'exposition aux facteurs traumatiques était importante et plus le niveau de méthylation du gène était important, ce qui pouvait se traduire par ensuite un défaut d'expression de ce gène et donc éventuellement une réponse au stress qui était modifiée sur le plan de la réponse biologique. On a des études qui sont beaucoup plus larges, qui interrogent l'ensemble du génome, donc dans des approches d'association génome entier sur des voies, enfin sur le niveau de méthylation de l'ensemble des gènes. Et donc ça, c'était une étude de Cécile, publiée en 2016 dans une population de la population générale, mais évaluée pour les traumas, et qui retrouvait au niveau du génome, en présence d'abus physiques ou en présence d'abus sexuels rapportés dans l'enfance, un niveau de méthylation d'un certain nombre de gènes qui pouvait être différent selon les patients, enfin les personnes exposées ou les personnes non exposées. Et ensuite, quand on essayait d'agréger l'ensemble des gènes qui pouvaient avoir le niveau de méthylation différentiel, enfin différent en fonction de l'exposition au trauma, il trouvait que les gènes qui étaient différentiellement méthylés étant essentiellement ceux impliqués dans la régulation du développement du système nerveux central, dans la neurogénèse, dans les phénomènes de prolifération des cellules gliales, dans les neurotransmetteurs, ce qui faisait quand même bien le lien entre des mécanismes qui pourraient lier les traumas, la méthylation de gènes impliqués dans le fonctionnement cérébral de manière générale et du coup dans le développement de pathologies psychiatriques. Les voies biologiques qui sont perturbées, elles sont celles potentiellement de la réponse au stress, elles sont potentiellement celles de la neuroplasticité, elles sont également potentiellement celles du neurodéveloppement, mais également de toutes les voies immuno-inflammatoires qui peuvent être perturbées. Ça, c'est juste pour rappeler et mentionner que lorsque on évalue des biomarqueurs périphériques de la réponse immunitaire, de l'inflammation périphérique, globalement, ces marqueurs périphériques vont être souvent altérés, plus souvent que le voudrait le hasard, chez les populations de personnes qui ont rapporté des traumas dans l'enfance. Donc ça, c'était juste pour citer une des méta-analyses de Tursich, par exemple, qui montrait que les personnes ayant subi des traumas dans l'enfance, par exemple, avaient des taux de CRP, d'IL1 bêta, d'IL6 ou TNF-alpha qui pouvaient être modifiés au niveau périphérique. Et enfin, un champ un peu plus récent, on va dire encore, c'est celui qui lie les mécanismes de vieillissement cellulaire avec l'exposition à des facteurs traumatiques précoces dans l'enfance et qui montre par exemple sur cette méta-analyse que les personnes qui ont subi des traumas dans l'enfance ont à l'âge adulte des télomères qui sont plus courts. Donc les télomères, c'est les petites extrémités des chromosomes, donc c'est des répétitions qui permettent de protéger les chromosomes de leur érosion et donc de la mort cellulaire, du vieillissement cellulaire accéléré. Et donc les personnes qui ont subi des traumas dans l'enfance ont des télomères plus courts, donc qui sont le témoin d'un vieillissement cellulaire accéléré comparativement à une population qui n'a pas été exposée à des traumas. Donc ça, c'est beaucoup plus récent comme champ d'investigation, mais ça fait potentiellement le lien entre les traumas, l'érosion des télomères et peut-être la moins bonne santé physique des sujets exposés à ces facteurs de stress précoce. Alors, pourquoi on cherche ces médiateurs cliniques, ces médiateurs moléculaires? Comme je le disais, c'était pour proposer une prise en charge qui soit plus personnalisée pour ces patients. Et si on admet que le lien entre les traumas et l'instabilité ou la sévérité du trouble bipolaire
passe bien par des médiateurs cliniques de labilité affective, d'impulsivité, qui conditionnent eux-mêmes une plus grande régulation émotionnelle au quotidien, une plus grande sensibilité aux facteurs de stress rencontrés à l'âge adulte, éventuellement des troubles cognitifs, éventuellement un dyscontrôle impulsif, et bien, ça nous donne des cibles potentielles à proposer aux personnes qui ont subi ces facteurs de stress précoces et qui présentent éventuellement ces médiateurs cliniques à l'âge adulte. Et ça, c'est bien entendu des cibles qui sont des cibles sur le plan psychothérapeutique, que ce soit des TCC ciblés sur les traumas, que ce soit de l'EMDR, que ce soit des thérapies type ACT ou type DBT, qui peuvent, on va dire, cibler ces dimensions de dysrégulation émotionnelle, d'impulsivité, et qui peuvent être potentiellement intéressantes à intégrer dans le parcours de soins de ces personnes qui ont un trouble bipolaire, qui ont un profil instable et sévère de leur pathologie et qui ont été exposées à des facteurs traumatiques. Néanmoins, on a très peu d'études dans les troubles bipolaires et les troubles dépressifs. Par exemple, l'équipe de Paolo Brambilla en Italie a publié il y a 2 ans une revue sur le rôle potentiel de l'EMDR dans la prise en charge des traumas dans les troubles thymiques, on va dire au sens large, et retrouvé quand même que 3 études dans les troubles bipolaires, un petit peu plus dans la dépression, avec l'impression d'une efficacité pour à la fois réduire les symptômes liés à l'exposition traumatique en elle-même, mais également avec un effet potentiellement favorable en termes de réduction des symptômes maniaques et des symptômes dépressifs. Quand on identifie les facteurs, les médiateurs moléculaires qui font ici encore le lien entre les traumas et l'expression clinique des troubles bipolaires, donc on va étudier au niveau du niveau d'expression des gènes, de la méthylation, des marqueurs immuno-inflammatoires, des marqueurs de vieillissement cellulaire, ça donne des voies pour finalement expliquer peut-être pourquoi ces patients pourraient être plus sensibles aux stresseurs rencontrés à l'âge adulte, parce que dysrégulés sur le plan de l'HPA, pourrait présenter d'éventuels problèmes en termes de connectivité cérébrale, parce que inflammation gliale ou altération du niveau d'expression des gènes de la neuroplasticité, par exemple, pour avoir plus de morbidité somatique, pour avoir une moins bonne régulation au traitement. Donc, c'est également très important d'identifier ces médiateurs moléculaires pour éventuellement en faire des cibles thérapeutiques dans le futur. Et ça, c'est l'objet d'un projet de l'ANR qui s'appelle CityScar BIP, et donc qui a pour but de caractériser la signature moléculaire associée à l'exposition à des facteurs traumatiques chez des personnes souffrant de troubles de l'humeur, pour ensuite identifier ces signatures moléculaires au niveau transcriptomique, méthylomique, myrnomique, de façon à pouvoir ensuite proposer des approches qui soient plus personnalisées et plus ciblées. Et dans ces approches, c'est soit des approches qui vont cibler des voies biologiques en particulier, c'est peut-être des approches autour des médicaments anti-inflammatoires qui peuvent être intéressants peut-être chez certains patients, c'est peut-être l'utilisation de drogues dites sénolytiques qui ont pour but de corriger les effets du vieillissement cellulaire qu'on rencontrerait chez ces patients. Et puis, ça peut être des approches qu'on appelle de drug repurposing, c'est-à-dire que si on a une signature moléculaire sur 4, 5 gènes différentiellement exprimés, on va chercher une molécule dans les banques de données qui fait exactement l'inverse au niveau de la signature moléculaire et donc qui pourrait restaurer une expression de gène, on va dire normale, lorsque cette expression de gène a été modifiée par l'exposition au trauma dans l'enfance. Et juste pour signaler des choses qui sont pas encore de la science-fiction totale, puisqu'il y a quand même déjà des études qui utilisent ces approches plutôt stratifiées sur les traumas pour dire en fonction de l'exposition ou de la non-exposition à ces facteurs traumatiques, on ne va pas forcément prendre en charge la dépression, la manie de la même façon. Et ça, c'est un article qui a fait date de l'équipe de McIntyre dans le JAMA en 2019, qui a étudié la réponse à la dépression bipolaire du placebo ou de l'administration de l'infliximab, donc qui est un anticorps chimérique monoclonal qu'on utilise dans les maladies auto-immunes
et qui montre que finalement, quand on a une situation de trouble bipolaire en phase dépressive, quand on administre le produit ou le placebo et qu'on regarde l'ensemble des patients, finalement, il n'y a pas de discrimination. Il ne s'améliore pas plus sous l'anticorps que sous le placebo. Néanmoins, quand on regarde les patients spécifiquement qui ont subi des abus émotionnels et qui sont ceux qui ont potentiellement le plus de dysrégulation au niveau immuno-inflammatoire, et bien dans ce cas, la réponse à l'anticorps monoclonal, la petite courbe en jaune, est beaucoup plus marquée que la réponse au placebo. Donc, on voit qu'identifier ces traumas comme étant des modulateurs de la réponse clinique et étant des indicateurs d'une personnalisation du traitement avec des molécules qui ne sont pas forcément des molécules qu'on utilise régulièrement ou fréquemment en psychiatrie, est quand même un champ d'avenir et un champ extrêmement important dans la question des troubles bipolaires et de la personnalisation de la prise en charge. Donc, pour conclure, je dirais que l'effet des traumas sur l'expression clinique et évolutive des troubles bipolaires est probablement médié par des dimensions de psychopathologie dont certaines sont identifiées, mais dont d'autres sont encore à identifier, et que tout ça, ça conditionne un volet psychothérapeutique qu'on peut personnaliser en fonction du profil du patient. Et ça, c'est une approche extrêmement importante de codification ou de personnalisation du parcours de soins sur les approches psychothérapeutiques. La question, elle est celle de l'adaptation des protocoles existants qui viennent plutôt du champ du PTSD et dont on ne sait pas très bien s'ils doivent être appliqués tels quels dans cette problématique, trouble bipolaire avec trauma dans l'enfance, ou s'ils doivent être modifiés ou adaptés de façon à favoriser la réponse, favoriser l'acceptation par les patients et la réponse clinique. Sur le plan des voies biologiques, les traumas vont affecter de très nombreuses voies biologiques qui constituent elles aussi autant de cibles thérapeutiques potentielles, soit pour une approche stratifiée en fonction des traumas, c'est-à-dire de donner certains médicaments et pas d'autres en fonction de l'exposition des traumas, soit pour des approches de drug repurposing qui, pour l'instant, sont un petit peu du domaine de la science-fiction, mais qui, on l'espère, arriveront en psychiatrie dans les années qui viennent. Et je vous remercie pour votre attention. Alors, merci beaucoup, Bruno, pour cette conférence que j'ai trouvée vraiment passionnante et extrêmement claire et complète. C'est toujours un bonheur de t'entendre parler. Et je trouve que tu nous as bien montré à quel point la maltraitance dans l'enfance pouvait avoir un impact dans les troubles bipolaires. Alors, tu l'as évoqué au tout début, finalement, la maltraitance dans l'enfance, c'est assez peu spécifique des troubles bipolaires. C'est assez fréquent dans d'autres pathologies psychiatriques. Est-ce que ça veut dire que tout ce qu'on observe là dans les troubles bipolaires, on l'observe également dans la schizophrénie, par exemple? Est-ce qu'il y a des données dans la littérature qui vont montrer aussi un effet sur la sévérité, sur les suicides dans la schizophrénie? Donc ça, c'est ma première question. Et ma deuxième, et après je laisserai la salle poser des petites questions, c'est que tu as dit que tu ne parlerais pas d'imagerie, mais justement, moi j'ai une petite question sur l'imagerie. Est-ce qu'il y a des données aussi dans la littérature qui montrent que les traumatismes dans l'enfance pourraient avoir un impact sur les fonctions ou les structures cérébrales dans les troubles bipolaires? Alors, pour la première question, je vais faire assez simple. On pourrait construire exactement la même présentation dans le champ de la schizophrénie, probablement dans le champ de la dépression résistante. Je pense que ce n'est pas du tout spécifique. C'est-à-dire qu'il y a une littérature énorme dans le champ de la schizophrénie, par exemple, qui montre que les personnes atteintes de schizophrénie et qui ont rapporté également ces facteurs de traumatique précoce ont probablement des modalités de typologie de symptômes psychotiques un peu différentes, ont probablement plus de troubles cognitifs, ont probablement un moins bon cours évolutif. Donc, je pense qu'une réponse au traitement probablement très différente. Donc, je pense qu'on peut raconter la même chose probablement dans les troubles anxieux avec trauma, dans la schizophrénie avec trauma, dans la dépression résistante avec trauma. La question... Même dans les médiateurs cliniques. Alors, les médiateurs sont possiblement un peu différents et c'est là où il y a probablement plus de spécificité. C'est-à-dire que si tout n'est pas spécifique, on se dit, bah oui, mais finalement, si rien n'est spécifique, pourquoi tout le monde ne développe pas la même pathologie, entre guillemets?
Donc, il y a des choses qu'on comprend encore probablement pas, peut-être au niveau des scores de risque polygéniques qui conditionnent des trajectoires plus d'évolution vers un trouble thymique ou vers un trouble psychotique. Donc après, le trauma, c'est une espèce voilà, de quelque chose de très aspécifique. Il y a certaines personnes qui ont pu dire que peut-être les traumas émotionnels étaient plus importants dans le champ des troubles de l'humeur et des troubles anxieux, peut-être les traumas physiques plus importants dans le champ de la schizophrénie, peut-être les traumas émotionnels plus importants dans le contexte de la suicidalité, mais je pense qu'on ne peut pas vraiment définir une spécificité. Par contre, par quoi ça passe et avec quelle interaction, par exemple, au niveau génétique, quelles interactions on peut voir au niveau génétique pour construire des trajectoires qui sont finalement très, très différentes, ça, c'est ce qui reste à identifier pour être ensuite dans quelque chose qui serait plus prédictif, c'est-à-dire quel est le risque pour une personne exposée à des traumas, finalement d'être dans une voie de résilience, qui est une voie majoritaire, heureusement, mais après, quelle est la voie qui conduirait plutôt à un trouble de l'humeur, plutôt à un trouble psychotique, etc. Et pour la question de l'imagerie, je n'ai pas parlé des données d'imagerie parce que pareil, là, ça pourrait être l'objet d'une conférence, mais avec des personnes expertes en neuroimagerie qui parleraient des choses beaucoup mieux que moi. Mais on a énormément de littérature dans des populations contrôles, dans des populations avec troubles psychiatriques, qui montrent que probablement à la fois le volume de certaines zones cérébrales pourrait être différent chez les personnes ayant ou n'ayant pas subi des traumas dans l'enfance, et que la connectivité cérébrale, par exemple, dans les troubles de l'humeur, c'est les travaux de Jocelyn et de Julia qui avaient montré que la connectivité entre les zones plus limbiques, plus impliquées dans la régulation émotionnelle, et les zones plus préfrontales impliquées dans la cognition, la régulation émotionnelle, que cette connectivité était très différente chez les personnes souffrant de troubles bipolaires en fonction de l'exposition ou de la non-exposition aux facteurs traumatiques. Ok, merci beaucoup. Il y a deux questions dans le chat qui sont posées. Est-ce que tu pourrais donner quelques exemples de négligence émotionnelle et d'abus émotionnels? C'est une première question. Et la deuxième, c'est une question de Pauline qui concerne les interactions entre trauma et facteurs génétiques dans les troubles bipolaires. Alors, sur les négligences émotionnelles, en fait, alors c'est la définition telle qu'elle est proposée dans le CTQ, hein, donc il n'y a pas consensus là-dessus, mais dans le CTQ, la question de la négligence, c'est ce à quoi je n'ai pas été exposé et auquel j'aurais dû être exposé pour un développement psychologique, voilà, un bon développement psychologique. Donc, par exemple, les négligences émotionnelles, c'est on ne m'a pas félicité, on ne m'a pas encouragé, j'ai pas eu de récompense, on m'a pas dit que j'avais été un enfant désiré. Donc c'est quelque chose auquel j'aurais dû être exposé dans mon enfance, mais que j'ai le sentiment de ne pas avoir reçu. La question d'abus, c'est quelque chose auquel j'ai été exposé, auquel je n'aurais pas dû être exposé. Donc pour les abus émotionnels, c'est les conduites dévalorisantes, humiliantes, dégradantes, auquel un individu a été exposé donc, pendant son enfance et auquel il n'aurait pas dû être exposé. Donc négligence, c'est ce qui m'a manqué. En gros, abus, c'est ce à quoi j'ai été exposé et auquel je n'aurais pas dû être exposé. Et pour la question de l'interaction avec les facteurs génétiques, c'était quoi la question? Concernant l'apparition du trouble bipolaire, quelles sont les interactions entre trauma et facteurs génétiques? On avait publié quelques études sur le fait que l'impact des traumas sur l'âge de début des troubles bipolaires pouvait être modéré par des facteurs génétiques. C'est-à-dire que, par exemple, on avait regardé ça pour le transporteur de la sérotonine et avec Riyad Tamunza et José Oliveira, avec certains variants du gène TLR, et qui montraient que finalement, les personnes qui avaient été exposées à des traumas dans l'enfance
avait cet effet de réduction du début précoce des troubles bipolaires uniquement si en plus il portait des facteurs de vulnérabilité génétique. Donc il fallait à la fois le facteur environnemental et également le facteur génétique pour qu'on puisse observer cet effet d'abaissement de l'âge de début des troubles bipolaires. Ok, il y a une question d'Émilie Ollier. Ah, vous savez, vous pouvez prendre la parole, hein, mais il n'y a pas de souci. Donc, il y a une question d'Émilie Ollier qui te remercie pour ta présentation très claire et très intéressante et qui dit, étant donné qu'il y a un aspect neurodéveloppemental, y a-t-il des données concernant l'impact des âges de survenue des traumas? Alors, dans les troubles bipolaires, pas trop. On l'a, par exemple, dans la schizophrénie. C'est les études, par exemple, de Luis Alameda, qui est, je crois, chez Philippe Conus en Suisse. Et donc, il y a des évaluations rétrospectives chez des personnes souffrant de troubles psychotiques en fonction de l'âge de survenue de différentes typologies de trauma. Et qui montrent que, visiblement, plus le trauma est précoce et plus il aurait un impact. Donc, précoce, on va dire enfant, alors que les traumas subis à l'adolescence auraient peut-être moins d'impact. Pour cela, je pense qu'on ne peut pas encore répondre de manière définitive à la question, parce que c'est des données qui sont, à mon sens, encore à consolider, mais il existerait probablement, en tout cas si on se réfère à ce type d'études, quand même des fenêtres, probablement de neurodéveloppement, dans lesquelles, si le trauma survient dans cette fenêtre, on va avoir un impact majeur sur le développement ou l'expression des troubles psychotiques, en tout cas dans le cas de ces études. Pour bipolaire, on a très peu de données, parce que souvent, par exemple, le CTQ n'évalue pas du tout l'âge de survenue, n'évalue pas du tout le caractère unique ou répétitif des traumas. Et donc, c'est par exemple un biais très important dans l'utilisation du CTQ par rapport à d'autres questionnaires ou d'autres interviews qui, elles, vont évaluer les traumas, l'âge de survenue du premier, le caractère répétitif ou non. Et c'est probablement dans toutes ces caractéristiques qu'on va avoir un impact différentiel, on va dire. D'accord. Alors, il y a une question qui te demande ce que tu penses de la méthode Puertan de remédiation cognitive. Eh bien, comme je ne connais pas, je n'en pense rien. Je suis désolé. Alors, peut-être que la personne peut prendre la parole si elle veut. Sinon, il y a une autre question de Marianne. Marianne, tu ne veux pas poser ta question? Je peux la lire. Si, je peux. C'est juste que j'avais l'impression qu'on faisait tout par le chat. Ok, bonjour tout le monde. Bonjour professeur Étain. Merci pour l'exposé. Donc du coup, vous avez déjà répondu en fait partiellement à une de mes questions qui portait sur le timing en fait de la maltraitance et à quel point c'était important. Vous venez d'y répondre. Et j'ai une autre question en fait, c'est que je trouve que les chiffres de maltraitance sont vraiment assez alarmants. Et je voulais savoir si c'était des chiffres qui avaient évolué au cours du temps ou si c'était stable au sens où on voit qu'il y a de plus en plus, on a une proportion de troubles de l'humeur qui grandit, on va dire. Et je trouve que ces chiffres de maltraitance sont vraiment, vraiment inquiétants, quoi. Alors en fait, on a quelques études, par exemple, parce qu'on s'est penché sur cette question de manière très préliminaire avec Diane Griot-Laroche pour regarder si chez les patients qui ont été évalués dans le réseau des centres experts, si en fonction des cohortes de naissance, on aurait moins d'exposition à des facteurs traumatiques. Donc il y a un biais, bien entendu, puisqu'il faudrait qu'on ait vu tout le monde au même âge, etc. Donc c'est compliqué à faire comme étude. Ce que nous, on a vu, c'est qu'il y avait plutôt une tendance dans les cohortes plus jeunes, vues en centre expert, d'une exposition moindre aux négligences, qu'elles soient émotionnelles ou physiques, mais que par contre, les abus physiques, les abus émotionnels et les abus sexuels restaient à un niveau très très stable, qu'on regarde des personnes qui sont nées dans les années 60, dans les années 80 ou dans les années 90. Donc on n'a pas l'impression de voir une réduction de cette exposition dans les cohortes de naissance successives des personnes qu'on a rencontrées. Ensuite, il y a des études au Canada, par exemple, qui sont des observatoires de la maltraitance et qui font régulièrement des enquêtes épidémiologiques pour définir les populations exposées et les chiffres, et qui tendent à montrer que ça diminue pas tant que ça.
et que les campagnes de prévention qui ont été organisées, finalement, n'ont pas eu forcément un effet aussi massif qu'attendu sur la réduction de l'exposition des jeunes patients, enfin, qui ne sont pas encore des patients, qui sont des enfants et des adolescents, à ces facteurs traumatiques, et qui montrent également l'émergence des nouvelles formes de maltraitance, donc qui sont par exemple typiquement les cyberharcèlements sur les réseaux sociaux, qui sont quelque chose qui explose. Ça, on l'a dans les études, par exemple, australiennes, qui montrent que c'est des formes de facteurs traumatiques précoces qui sont en totale explosion dans les sociétés modernes. Avec les derniers chiffres, je crois que c'était 7% des sujets, des adolescents aux alentours de 12 ans qui rapportaient avoir déjà été régulièrement harcelés sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, je crains que ça ne soit que de plus en plus important. L'Australie est très en pointe de tout cela, notamment suite à ce drame effroyable de la petite Maddie, qui est une jeune fille, jeune adolescente je crois qu'elle avait 10 ans ou quelque chose comme ça, qui est morte d'une tentative de suicide dans un contexte de harcèlement massif sur les réseaux sociaux. Et donc, ça, il y a une sensibilisation extrêmement importante en Australie de la prévention de ces nouvelles formes de maltraitance, et c'est quelque chose auquel on doit être très vigilant, parce que je pense que ça va probablement dans les années qui viennent pas remplacer les autres formes de stress précoce, mais probablement contribuer de manière extrêmement importante dans les populations de sujets qu'on voit jeunes adultes, notamment. Merci Bruno. Et une dernière question du docteur Boisis qui demande si on peut commencer à dire que le lithium n'est peut-être pas la molécule optimale en cas de traumatisme précoce. Ouh là là, alors ça, je ne dirais pas ça, surtout à Vidal où on est quand même des gros utilisateurs de lithium. Le problème, c'est que ça a été regardé que pour le lithium. Donc, il y a un biais clair qui est qu'il n'y a que pour le lithium où on a des échelles de cotation de la réponse au lithium. Et donc, les 3 études qui existent dans la littérature, elles ont toutes fait CTQ et réponse au lithium, parce qu'il n'y a que le lithium dont on a évalué la réponse. Il faudrait compléter par la réponse aux thymorégulateurs de manière générale, la réponse aux antipsychotiques atypiques, de façon à pouvoir dire si c'est quelque chose qui est spécifique au lithium ou si c'est quelque chose qu'on va avoir de phénomènes de résistance au traitement régulateur de l'humeur totalement aspécifique. Mon pari, c'est que c'est plutôt relativement aspécifique. Donc, surtout, je n'aurais pas tendance à en tirer la conclusion qu'il ne faudrait pas proposer de traitement par lithium à un patient souffrant de troubles bipolaires qui nous rapporterait des antécédents de maltraitance. Merci beaucoup. Encore une question. Est-ce que le patient remplit le CTQ tout seul ou accompagné compte tenu du type de question posée? À partir de quel âge peut-on la faire passer? Alors, pour le CTQ, il y a une forme qui a été développée pour les adolescents, donc où la façon de poser les questions est quand même adaptée à cette population en particulier, et c'est le CTQ, il a été construit et validé pour être rempli par le patient lui-même sans forcément qu'il ne soit amené à solliciter ses proches pour valider ses questions. Donc, on est vraiment dans une modalité auto-questionnaire de façon à ce que ce soit vraiment le patient, son vécu et son ressenti qui soient exprimés dans le questionnaire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance? Il y a quelqu'un qui dit CTQ, c'est quoi exactement? C'est le trauma, c'est le questionnaire d'évaluation des traumas dans l'enfance. Merci beaucoup Bruno, merci à tous. Quels sont les scores seuil? Il n'y a pas de score seuil en fait, c'est ça le problème. Non. Donc merci à tous, on va vous laisser et puis pour ceux qui veulent, il y a maintenant
une réunion avec le professeur Le Boyer et le professeur Hilary Bloomberg de l'université de Yale. Donc, vous pouvez rester connectés pour ceux qui souhaitent participer à la réunion, en particulier le réseau des troubles bipolaires. Merci pour l'invitation. Au revoir. Et encore bravo, c'était super. Merci Ophélia.